Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur R2R, la radio de Rouen, et c'est au Miroir de Clio, une émission d'histoire de toutes les histoires d'ici et d'ailleurs. À la réalisation Samuel Guerrier, au micro Luc Dérault. L'émission est diffusée pour la première fois le 2e et le 4e dimanche de chaque mois entre 10h et 11h, et vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission en nous écrivant à l'adresse suivante au miroir de Clio tout attaché @gmail.com. Aujourd'hui, pour le 11e numéro d'Au Miroir de Clio, nous sommes en compagnie du directeur des musées de Rouen. Bonjour Sylvain Amic. Bonjour. Alors Sylvain Amic, en votre compagnie, pendant 1 heure environ, on va passer en revue toutes les activités très nombreuses des musées de Rouen, puisque vous en dirigez 3. Et peut-être une première série de questions sur votre carrière, Sylvain Amic, si on peut appeler ça comme ça. Alors, quand est-ce qu'est venue la passion pour l'art et pour l'histoire de l'art, Sylvain Amic ? Alors ça, c'est une question à laquelle je me suis répondu parce que j'ai voulu creuser un peu dans mon enfance. Je pense que le premier souvenir d'exposition que j'ai vu et que j'ai compris comme un projet intellectuel, c'est l'exposition Turner au Grand Palais. Donc j'avais 14 ans, si ma mémoire est bonne. Donc les choses datent de cette époque-là. Mais en revanche, j'ai pas un parcours tout à fait rectiligne de conservateur. J'ai des amis qui ont préparé leur métier de conservateur depuis l'âge de 12 ans et qui sont des remarquables professionnels. Moi, j'ai commencé par faire des études de sciences, en fait, un bac maths, physique, technologie. C'était quelque chose d'assez sciences dures. Et puis un doc de sciences physiques. Je suis devenu instituteur et c'est à ce moment-là que j'ai mis en œuvre ce que je voulais faire au fond de l'histoire de l'art et que j'avais découvert très tardivement. Et ça a été aussi un des enseignements que j'ai pu tirer de mon expérience, c'est que il y a des disciplines dont on ignore totalement l'existence. Et moi, c'est à l'âge de 18 ans que j'ai découvert que l'histoire de l'art existait. Je me dis, mais c'est ce que je veux faire, c'est formidable. Mais à ce moment-là, j'étais dans un doc de sciences physiques, donc j'ai continué mon doc de sciences physiques. J'ai continué un parcours vers l'enseignement, ce qui était un peu ma famille, disons, d'origine, puisque mes parents sont enseignants. Et ensuite, j'ai mis en œuvre cette histoire de l'art, cette licence d'histoire de l'art, et j'ai eu connaissance du concours de conservateur. Mais alors, je découvrais tout, c'est-à-dire c'est assez incroyable quand on y pense. J'ai découvert qu'il y avait un concours pour devenir conservateur, il y avait une école, l'Institut national du patrimoine, et donc je l'ai présenté et j'ai réussi ce concours que d'autres étudiants peut-être ici préparent ou envisagent de passer, qui est bien difficile, en 1998. Voilà. Mais alors, revenons un petit peu en arrière. Là, vous parliez de cette exposition Turner. Comment ça se passe ? C'est un choc esthétique ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Non, c'était au Grand Palais. Donc, je voyais beaucoup de choses avec mes parents. On habitait la Côte d'Azur, donc c'est une terre riche pour l'art moderne, surtout d'ailleurs. Beaucoup de beaux musées, beaucoup de la Fondation Mag. Donc ça, c'est des souvenirs d'enfance. Et puis beaucoup de voyages à l'étranger. Mais là, j'ai compris ce que c'était qu'une rétrospective. L'idée de l'évolution d'un peintre, d'une œuvre complète, de voir, de comprendre finalement qu'est-ce que c'est que faire une exposition aussi, c'est cette ambition-là de restituer un parcours, une démarche intellectuelle, et c'est pas simplement, des beaux tableaux, j'aime pas, c'est comprendre un parcours, une histoire. C'est peut-être un aspect aussi qui, dans mes projets, qui me caractérise, je crois que je fais attention à cette côté narratif d'une exposition. En tout cas, réaliser qu'une exposition, c'est pas juste un lieu, je rentre, j'aime pas, c'est derrière, il y a eu du travail, il y a eu un projet intellectuel, il y a eu une volonté de restituer quelque chose. Et puis avec Turner, c'était découvrir cette idée complètement tarte, au fond, qu'il est à l'origine de l'impressionnisme, de l'abstraction, qui est une idée aujourd'hui qui est assez banale. Mais quand on a 14 ans, on se dit, ah ben tiens, j'ai compris quelque chose. Alors là, on commence à comprendre
comprendre qu'il y a des filiations, qu'il y a des écoles, qu'il y a des époques. Et quand on est jeune, on a une vision très monolithique du passé. Tout est confondu en gros dans le passé entre le médiéval et l'époque moderne. On fait pas en gros la distinction. Surtout que j'avais reçu un enseignement en histoire assez faible, puisque quand dans le bac qu'on appelait E à l'époque, on arrêtait l'histoire en première, puisqu'on faisait tellement de maths et de physique qu'on n'avait plus le temps de faire d'autres choses. Donc j'avais cette curiosité-là pour l'art, pour l'histoire, mais c'est à travers cette exposition que j'ai compris qu'un musée, qu'une exposition, c'était aussi une démarche intellectuelle finalement. Alors, vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous êtes devenu instituteur. Est-ce qu'avec vos jeunes élèves, vous aviez un rapport particulier avec l'art, avec l'histoire de l'art Oui. À ce moment-là, ça me travaillait déjà, parce que j'avais plus de 18 ans. J'ai découvert la discipline à l'âge de 18 ans, en rencontrant les jeunes filles qui faisaient de l'histoire de l'art dans le cadre d'un voyage. Donc, je trouvais ça tout à fait extraordinaire. Malheureusement, à Nice, où j'habitais, il n'y avait pas cette discipline, et j'étais embringué dans ces histoires de sciences physiques. Donc quand je suis devenu instituteur, évidemment, j'ai tout de suite utilisé cette dimension-là artistique. Donc beaucoup de visites en musée, beaucoup d'ateliers d'art plastique, beaucoup de découvertes de peintres. Voilà, fréquenter les musées, préparer un parcours, se dire, bon, je vais au musée Matisse, qu'est-ce que mes élèves vont pouvoir retenir tout cela, est-ce que ça va pas les barber, est-ce qu'ils vont pas finalement jouer au fond du couloir plutôt que de regarder ce qu'ils sont venus voir. Ça a été la dimension pédagogique a évidemment tout de suite été pour moi très importante, et du coup aujourd'hui je comprends bien les difficultés qui sont celles des enseignants quand ils envisagent de telles sorties. C'est toujours une démarche extrêmement volontaire, hein. Donc j'essaye autant que faire se peut de favoriser le travail des enseignants. Faire découvrir Matisse, donc vous parliez du musée Matisse à Nice, faire découvrir Matisse à des jeunes de CM1, CM2, c'est possible, ça marche, Sylvain Amic? Oui, c'était même des plus jeunes encore, des jeunes de CE2, mais j'ai même eu des maternelles, j'ai eu à peu près tous les niveaux. Oui, ça marche. Je pense que la clé, et ça on ne sait pas forcément le faire dans les musées parce qu'on n'a pas la capacité, on n'a pas étudié les sciences cognitives par exemple. La clé quand même, c'est de partir de ce que les enfants connaissent, bien sûr. Ça sert à rien de leur asséner des dates à l'âge de 8 ans parce que ça ne leur dit strictement rien. En revanche, il y a bien des choses qu'ils connaissent, y compris dans leur univers proche, dans l'univers ludique, qui permet de trouver des points d'ancrage. D'accord, oui. Donc c'est possible, très bien. Alors vous racontiez tout à l'heure que vous aviez passé ce concours de conservateur du patrimoine. Alors, présentez-le nous, ce concours, c'est un concours très difficile. Il est toujours très difficile. À l'époque, il y avait la moitié moins de postes qu'aujourd'hui, donc on était 1000 inscrits pour 25 postes, donc ça écrémait sec. Ouais. Voilà, donc les disciplines le concours a un peu évolué. Il y a des choses qui ont changé. Je crois qu'il y a 2 tours, donc on est admissible à des épreuves orales après des épreuves écrites. Ces épreuves écrites à l'époque se composaient d'une dissertation sur un sujet, avec à mon époque des thèmes de préparation qui étaient indiqués à l'avance, et il y avait également une épreuve de synthèse de dossier qui réunissait un très grand nombre de documents. En général c'était assez diachronique, il y avait un peu toutes les époques sur un thème précis. Il fallait produire une synthèse, pas sous l'angle de la note de synthèse administrative, mais sous l'angle de la synthèse sur un sujet intellectuel. Et puis, il y avait une 3e épreuve dont j'ai oublié la nature. Et à l'oral, il y avait une épreuve de langue qui maintenant est à l'écrit, justement au premier tour. Et il y avait surtout la grande épreuve, le grand oral, en public. C'était une école qui était un peu fondée sur le modèle de l'ENA. On appelait ça l'ENP à l'époque, ENP. Aujourd'hui, c'est INP. Et donc, il y avait ce grand oral qui était extrêmement traumatisant parce qu'on voyait... moi, j'avais dans mon jury, le président du jury était Michel Laclotte, qui aujourd'hui est
ami, enfin un maître, pas un ami, je peux pas dire que c'est un ami, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai de très très bonnes relations, qui était donc à l'époque, il venait juste tout simplement de diriger le musée du Louvre et de fonder le musée d'Orsay, ce qui était quand même pas mal dans une carrière. Et puis il y avait Isabelle Monod-Fontaine, qui a été directeur adjoint du Centre Pompidou pour les collections, grande spécialiste de Matisse justement, Thierry Dufresne. Bon, après on a arrêté de regarder qui était là, parce que c'était absolument terrorisant. Il y avait aussi le public dans la salle, c'est un peu comme une soutenance de thèse, sauf que on tirait une enveloppe et dedans il y avait 4 images sans aucune notice. Ah oui. Et on avait 20 minutes pour préparer, voilà. Et c'était la chute libre, voilà. Et on espérait que le parachute allait s'ouvrir à un moment. Donc c'était assez traumatisant comme exercice, mais voilà, c'est les rites de passage. Quand on l'a fait, on se remet. Bon, une fois qu'on a obtenu ce concours très difficile, comment ça se passe? On fait des vœux, on choisit Alors, on a fait d'abord des vœux parce que depuis maintenant 20 ans, la formation des conservateurs, elle est donc centralisée, ce qui est très très bien. Elle est mutuelle au qu'on soit dans la filière d'État ou la filière territoriale. C'est exactement la même chose. Et en revanche, on choisit des vœux. Donc, toutes les disciplines sont réunies, c'est-à-dire qu'il y a des conservateurs de monuments historiques, des conservateurs d'archives, des conservateurs pas de bibliothèque, qui est une école à part, l'ANSSI Balion, des conservateurs de l'inventaire général, le service qui maintenant est à la région, des conservateurs de musées, et puis il y avoir d'autres disciplines comme des conservateurs en sciences et techniques, par exemple, c'est une discipline un petit peu à part. Donc, on choisit ces disciplines-là, et puis selon le rang de sortie, vous êtes placé dans... Moi, j'avais choisi musée, je suis entré en musée, et puis là, on reçoit une formation de 18 mois, on ne fait plus du tout l'histoire de l'art, c'est plus qu'une formation pratique, qui est très intéressante, parce que on est quand même beaucoup sur le terrain. Il y a un long stage de spécialité qui dure 5 mois aujourd'hui, un stage à l'étranger. Il y a également tous les cours très, très, très important sur la conservation préventive, les matériaux. Enfin, c'est des choses qu'on n'étudie pas vraiment, qu'on n'étudiait pas à l'époque. Maintenant, il y a des masters qui préparent un peu mieux ce genre de choses, mais tout ce qui est vraiment très, très pratique, les normes de conservation préventive, bon, après, il y a tout l'aspect administratif, le droit, etc. Bon, la gestion des ressources humaines. Donc, c'est une formation de 18 mois, et à l'issue, il y a un jury de sortie, et là, selon que vous êtes d'État, là, vous faites des vœux, et effectivement, on vous affecte selon les postes disponibles. Si vous êtes territorial, ce qui était mon cas, bien vous postulez sur les postes que les collectivités territoriales ouvrent. Et alors, c'est pas assez connu, mais en France, la majorité des musées appartiennent aux collectivités territoriales, y compris les plus grands musées. Par exemple, Rouen est un musée qui appartient à la ville de Rouen, qui recrute elle-même ses conservateurs. Lyon, Lille, enfin tous les grands musées de province sont en fait appartiennent aux collectivités territoriales. Donc aujourd'hui, étant donné que les formations sont communes, les carrières on peut passer alternativement d'un secteur à l'autre, État ou territorial. D'accord, donc c'était votre volonté de rester dans le sud à ce moment-là, puisque vous êtes finalement nommé à Montpellier, c'est ça? Oui, alors effectivement, j'ai une famille à l'époque qui est à Nice, et donc j'ai fait mon stage de spécialité à Montpellier, où il y avait le musée Fabre, où il y a toujours le musée Fabre, sauf qu'à cette époque, le musée Fabre, c'est la Belle Endormie, et on rêve du grand musée Fabre, celui qui existe aujourd'hui, et en fait, le poste sur lequel j'ai été recruté a été créé au moment où le projet du grand musée a été lancé. Et donc, on m'a recruté en tant que conservateur chargé des collections 19e, 20e et contemporain, ce qui est ma spécialité historique. J'ai oublié de dire qu'au moment du concours, on a quand même un domaine de prédilection que l'on définit, donc la 19e est moderne et contemporain. Et ça a été donc 11 années passées au musée Fabre, dont 7 très très occupées avec le projet du musée, puisque le musée a fermé ses portes en 2002 pour ouvrir en 2007, après 5 ans de travaux. Voilà. D'accord. Donc là, vous avez aussi organisé des expositions pendant tout ce passage au musée Fabre à Montpellier, Sylvain? Absolument, un très grand nombre, 22. J'ai compté avant de partir, 22, donc c'était beaucoup. À la fois des expositions de préfiguration, des expositions pendant la fermeture du musée, car nous avions eu un pavillon d'exposition temporaire qui permettait de continuer à maintenir une activité. Des expositions hors les murs, très nombreuses. La collection a voyagé. On a aussi vu des collaborations avec les États-Unis, dans le réseau franco-américain qu'on appelle Frame. Et puis préparer les grandes expositions
de la rouverture. Et là, c'est vrai que ça a été des années extrêmement denses parce qu'on a enchaîné des expos, des énormes expositions. Donc la première était consacrée à l'abstraction française à travers la carrière d'un grand marchand d'art de Paris, Jean Fournier. Juste après, il y avait une grande exposition impressionniste déjà, dont je m'étais occupé. Une grande exposition sur l'art vidéo également, une rétrospective de l'art vidéo depuis sa création dans les années 60 jusqu'à aujourd'hui. La grande rétrospective Courbet que nous avons faite avec le Grand Palais et le Centre Pompidou et le Metropolitan Museum. L'exposition Émile Nolde que j'ai faite au Grand Palais et à Montpellier. Et puis, bon, je passe sur d'autres plus petits projets. Et puis, la dernière grande exposition que j'ai faite, c'était l'exposition Cabanel qui visait à pas réhabiliter, mais disons réétudier le cas de cet artiste qui a longtemps fait figure de repoussoir, surtout pour les artistes impressionnistes. Peut-être qu'on peut dire un mot sur Alexandre Cabanel, qui est peut-être méconnu de nos auditeurs. Qui est-il en fait, c'est l'archétype du peintre académique. C'est vraiment la carrière académique la plus classique au sens premier du terme. C'est-à-dire qu'il y a un système, dans le système des beaux-arts en France est très très bien organisé au XIXe siècle. Il est hérité de l'Académie des beaux-arts, etc. depuis le XVIIe. Et c'est un système en même temps très démocratique et très républicain qui donne sa chance au talent du moment qu'on s'adapte au moule, évidemment, que l'on ressemble au peintre, à l'enseignement qui est professé à l'école des beaux-arts. Donc c'est quelqu'un qui est de basse extraction, il était fils de fabricant, marchand de meubles, donc probablement une formation technique d'une école technique de dessin à Montpellier, et puis il a gravi tous les échelons un par un, c'est-à-dire la bourse pour aller à Paris, l'école des beaux-arts, entrer dans un atelier, c'était l'atelier de Picot, un grand peintre académique, réussir le concours du prix de Rome, partir à la Villa Médicis, revenir, exposer au salon, rentrer à l'Académie des Beaux-Arts, devenir le grand peintre à qui on fait des commandes, Sainte-Geneviève à Paris, des grandes commandes, et puis devenir le peintre de toute la grande aristocratie, et je dois dire internationale, y compris russe, américaine, qui défilait dans son atelier à Paris pour des portraits avec des costumes chatoyant, qu'il payait des fortunes. Voilà, c'est la carrière typique du grand maître académique qui se déroule tout de façon quasiment parallèle à celle des... Bon, il a une génération de moins, il est 20 ans plus jeune, si vous voulez, que Monet, par exemple, vous voyez, mais on est parfaitement contemporain de ces générations, Courbet, impressionnistes ou autres, qui, elles, ont battu en brèche ce système académique et qui ont finalement fait triompher les marges, les outsiders, plutôt que le courant, que le mainstream, quoi. Alors, vous évoquiez aussi à l'instant l'exposition Émile Nolde que vous avez organisée à la fois au Grand Palais et puis au Musée Fabre. Alors peut-être qu'on pourrait aussi présenter cet artiste, ça c'est le courant expressionniste allemand au XXe siècle, oui. Sylvain Amick. Oui, absolument. C'est un artiste qui est en Allemagne le plus célèbre du courant expressionniste. C'est un artiste qui est adulé et dont d'ailleurs les œuvres atteignent des prix records et qui est totalement méconnu en France, comme la plupart des peintres allemands, il faut bien le dire, sauf peut-être les peintres contemporains. Bon, ça c'est des raisons qu'on comprend bien, historiques, de rivalité entre la France et l'Allemagne. Il y a très peu d'œuvres en France, il y en a une au Centre Pompidou, Une nature morte de 1914. Et c'est un peintre très très original, car il vient d'une région du Nord. Alors c'est vrai qu'il s'est associé au courant expressionniste, au mouvement qu'on appelle Die Brücke, le pont, mais il était plus âgé qu'eux, il avait 15 ans de plus qu'eux. Que les autres que l'on connaît aussi de ce courant. Mais il a une carrière très originale avec un ancrage très très fort dans le nord de l'Allemagne, le Schleswig-Holstein, où il a toujours vécu, même s'il avait aussi un appartement à Berlin, avec une œuvre très étrange, assez grotesque, extrêmement violente en couleurs. C'est une explosion de couleurs et un goût pour le primitif qui va de pair avec la vision qu'il a d'un enracinement dans la terre du nord de l'Allemagne. C'est quelqu'un qui a fait un voyage, par exemple, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui a duré plus d'1 an et demi, et donc il a une vie tout à fait extraordinaire. Et il est mort à l'âge de 92 ans, après avoir peint plus d'1 millier d'œuvres qui sont conservées dans une fondation dans le nord de l'Allemagne, pour une grande partie. Et après avoir
traversé difficilement l'époque nazie. Oui, alors c'est un cas qui est très intéressant. J'en parlais récemment. On a organisé un colloque au musée. J'en parlais avec Richard Thompson, qui est un grand historien de l'art de l'impressionnisme. On ne mesure pas à quel point la recherche du primitif, qui est une donnée constante de la fin du 19e siècle avec Gauguin et puis Picasso, etc. Cette recherche, et ça rejoint, j'en parle parce que ça rejoint la question du gothique dont on parlera peut-être tout à l'heure avec l'exposition Cathédrale. Cette recherche d'un art primitif, un art des sources, un art originel, amène très très vite, très proche de la notion de pureté et de race. Donc on est vraiment toujours dans une frontière un peu dangereuse dans cette recherche de l'authenticité, de racines, et c'est quelque chose qui est très très affirmé. Et Nold a été parfois, au moment de l'émergence du pouvoir nazi, il a été revendiqué par certains nazis. Rosenberg, il y avait plusieurs courants qui s'affrontaient. Rosenberg contre Goebbels. Rosenberg le vouait aux gémonies, mais c'est lui qui a triomphé avec l'idée de l'art dégénéré. Mais Goebbels voyait bien tous ces artistes expressionnistes allemands comme des artistes authentiquement allemands. Et donc il y a un moment où ils ont failli tous passer du côté obscur en quelque sorte. Et puis Rosenberg a fait émerger cette idée d'art dégénéré qui a été repris par Hitler, qui avait des idéaux esthétiques, on le sait, extrêmement classiques et extrêmement ennuyeux. Et donc, ils se sont tous retrouvés voués aux gémonies. Et là, les choses ont changé. Ça a été dans sa vie, il faut imaginer un peintre qui vient de rien. Il est fils de paysan, vraiment. Il traverse toute l'histoire de l'art avec beaucoup de difficultés parce qu'il y a des peintres allemands qui ont pignon sur rue et qui ne veulent pas du tout faire de place, comme Liebermann ou Corinth ou d'autres. Et au moment où les nazis arrivent au pouvoir, il est au fait de sa carrière. Il est enfin le grand peintre allemand reconnu. Et là, poum, il devient l'artiste maudit, l'artiste dégénéré. Et donc, il a été assigné à résidence chez lui, près de Flensburg, à Zebul, où il n'avait pas le droit de peindre, ni le droit d'exposer. Donc, il peignait en cachette. Et c'est l'époque des peintures non peintes, parce que elles n'existent pas puisqu'il n'avait pas le droit de les peindre. C'était des peintures à l'aquarelle qu'il dissimulait. Donc c'est un peintre qui a des idéaux qui sont vraiment de son époque, qui ont pu l'amener très proche d'idéaux que les nazis partageaient, et qui fort heureusement peut-être a été rejeté. Il aurait pu devenir le grand peintre du régime nazi si ceux-là avaient voulu aller vers l'expressionnisme, mais en fait c'est tout ce que détestait Hitler. Et on ne sait jamais ce qu'un artiste est capable de faire pour être reconnu. Il faut toujours c'est la tentation suprême, mais voilà, l'histoire est ainsi. Et finalement c'est quelqu'un dont la mentalité est assez complexe, beaucoup plus cultivé qu'il ne voulait bien le dire, et qui était aussi par exemple un farouche opposant au colonialisme. Et quand il revient de son voyage à Papouasie-Nouvelle-Guinée, il dit il écrit au ministère des colonies allemandes, puisque ces terres sont allemandes à ce moment-là, en disant mais vous êtes en train de massacrer une civilisation, c'est honteux, ces gens-là vous êtes en train de détruire leur identité. Donc voilà, cette notion de race, elle est extrêmement quand même ambiguë à ce moment-là, et on peut verser facilement d'un côté ou de l'autre. Bon, nous avons progressé dans le déroulement de votre carrière et nous allons presque arriver en 2011, au moment de votre nomination à Rouen. Alors peut-être avant de parler de tout ça, nous allons marquer une première pause musicale et on va descendre justement dans le sud. On va le faire en compagnie de Jean Ferrat. C'est La Montagne sur R2R. Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du Formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver?
Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours et les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle. C'était Jean Ferrat, La Montagne sur R2R. Vous écoutez Au Miroir de Clio et nous sommes toujours en compagnie de Sylvain Amic, le directeur des musées de Rouen. Alors justement, précisément, Sylvain Amic, nous reconstituons à l'instant votre carrière, si j'ose dire, depuis votre concours obtenu en 1998. Et vous êtes donc conservateur du patrimoine, vous passez un certain temps à Montpellier, et puis vous êtes nommé en 2011 à Rouen. Alors quelles sont les circonstances de cette arrivée à Rouen ? C'est un désir de votre part de changer de musée, Sylvain Amic ? Écoutez, ça va vous paraître un peu incroyable, mais j'étais pas candidat. Ah. C'est-à-dire qu'en mois de décembre 2010, j'apprends que Laurent Salomé, que je connaissais bien, s'en va pour intégrer la RMN. Et j'ai une amie qui me dit, tiens, le poste de Rouen est vacant. Je lui dis, non, mais Rouen, d'abord, c'est loin. Et puis bon, ça, c'est un gros poste, c'est un gros musée. Bon. Et j'ai quand même toute ma petite famille autour de moi. Et en fait, c'est Laurent Salomé qui m'appelle au mois de janvier. Et je dis, tiens, il m'appelle un 3 janvier, je crois. Je dis, ah, je crois savoir pourquoi il m'appelle. Et c'était pour me parler du poste. Et du coup, il s'en est suivi une visite à Rouen, une rencontre avec l'équipe municipale. Et puis ensuite, le poste a été ouvert. Et donc, j'ai candidaté parmi d'autres. Et ma foi, ça se refuse pas, Rouen. Je veux dire, un musée pareil, c'est un musée quand on fait des études d'histoire de l'art, on tombe toujours sur un tableau de Rouen. C'est inévitable, c'est une collection extraordinaire qui est une richesse inouïe. Pour vous donner une idée, c'est quand même le double de la collection du musée Fabre en termes simplement de quantité. 3000 tableaux au lieu de 1500, 10 000 dessins au lieu de 5000. Enfin bon, c'est une collection extraordinaire et surtout qui est vraiment assez équilibrée, où on trouve l'école française bien sûr, mais l'école italienne, l'école espagnole. Aucun musée en France ne peut dire Poussin, Velázquez, Caravage. Aucun, même le Louvre ne peut pas le dire. Or, à Rouen, ça existe, il y a les trois, vous voyez. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Et puis surtout, tous ces grands noms, eh bien, c'est pas simplement une époque, on les retrouve. Après, c'est Géricault, Delacroix, et puis Monet, Sisley, et puis encore Duchamp à la fin. Donc, on peut pas tout à fait faire toute l'histoire de l'art à Rouen, mais on en voit quand même une bonne représentation. Donc c'est un musée extraordinaire et puis qui fait partie de ces grands musées qui ont toujours été voilà dans le trio de tête des musées de région par leur collection, mais aussi parce qu'on y a fait des grandes choses. Par exemple, vous voyez, c'est un musée pour lequel on a bâti un palais en 1883. Le musée Fabre, c'était pas le cas. Le musée Fabre, il était dans un bâtiment assez composite avec des parties modernes, des parties anciennes, etc. Comme à Lille, finalement, on a aussi construit un palais des Beaux-Arts à la même époque. Et puis, c'est par exemple le premier musée de France à avoir été rénové il y a 20 ans, avant que la grande vague de rénovation touche Lyon et puis beaucoup plus tardivement Montpellier. Et encore certains musées sont en cours de chantier comme Nantes. Donc un musée qui a toujours été dans les premiers innovants avec des grands projets d'exposition également. Donc bon voilà, ça se refuse pas dans une carrière. Mais comment est-ce qu'on établit la cote d'un musée pour un conservateur ? C'est en fonction du nombre d'œuvres conservées ? Comment ça se passe ? En fonction d'une histoire ? C'est quelque chose de très composite, parce que vous parliez du musée de Lyon, de Lille, peut-être celui de Grenoble aussi, qui font partie de... Je dirais que tous les musées dans les régions de France, ils ont tous des spécificités particulières et ils ont tous des points forts. Grenoble est le
le plus beau musée pour l'art moderne en région, par exemple. Une extraordinaire collection d'art moderne. Bon, la collection d'art ancien est moins importante, mais voilà, on ne peut pas tout avoir. Lyon a une collection extrêmement complète aussi parce que il commence déjà dès l'archéologie, ce qui n'est pas le cas de tous les musées. Il y a des musées où il y a de l'archéologie, d'autres pas. Lille a une collection très riche également, évidemment très riche pour les écoles du Nord, avec ce point fort autour de l'école du Nord, mais qui va être beaucoup plus légère pour la période 19e, par exemple. Donc, chaque musée a ses qualités. Alors, il y a des palmarès qui sont faits. Il y a un journal qui s'appelle Journal des Arts qui fait un palmarès. Bon, alors c'est comme les palmarès des universités. Voilà, tout est critiquable. Je pense que c'est surtout pour nous, conservateurs, c'est la qualité de la collection qui nous motive. À Rouen, il y a tout. Je veux dire qu'on soit de spécialité 17e, voire même 16e, il y a des choses. Qu'on soit sur le 18e, il y a un très beau fond. Le 19e, n'en parlons pas. De Géricault à Monet, bon voilà. Le 20e, il y a du chant. Enfin, encore une fois, cette richesse-là, elle est quand même assez remarquable, assez inégalée. Et puis après, il y a les vedettes. Alors ça compte dans un musée. Les tableaux vedettes, il y en a beaucoup à Rouen. C'est les Jocondes de chaque musée. Donc tout ça fait que oui, ça place ce musée dans une sorte de palmarès informel très haut. D'accord, très bien. Alors, il faut dire que vous êtes directeur des musées de Rouen. Il n'y a pas que le musée des Beaux-Arts, il y en a 2 autres aussi. Absolument. Oui, c'est très important de le souligner. Il y a 2 musées d'art décoratif, un musée de la céramique qui est dans un petit hôtel particulier, dans un jardin public qui est vraiment très délicieux, l'hôtel de Hoqueville. Il est tout proche du square Verdrel, en fait. Un musée qui comporte une collection de céramique remarquable. Rouen est un des grands foyers de la céramique, donc c'était parfaitement légitime. Et une collection qui est visitée par les meilleurs spécialistes. Il y a plus de 5000 pièces conservées et il a été rénové récemment. Il mérite vraiment d'être visité avec justement une idée de mettre en scène un peu ces collections de façon un peu plus spontanée, une table dressée, un cabinet de toilette, etc. Et puis il y a un musée qui est à l'arrière du musée des Beaux-Arts, près de la bibliothèque Villon, dans une église qui s'appelle le musée Le Sec des Tournelles, qui est une collection unique au monde de fer forgé, où il y a plus de 15 000 objets en fer collectés au 19e siècle par ce monsieur Henri Le Sec, qui était photographe, dont nous montrons d'ailleurs une des photos dans l'expo cathédrale, et qui est une collection unique parce qu'elle fait vraiment le panorama de tout ce qu'on a pu fabriquer dans cette matière-là, de l'objet le plus raffiné, le plus complexe, l'objet le plus simple, le marteau. Ça va aller du marteau aux bijoux, en passant par des chefs-d'œuvre de ferronnerie. Et c'est une collection très propre à ce côté encyclopédique du 19e qui a fasciné beaucoup de gens, en particulier le Dr Barnes, le fameux Dr Barnes de Philadelphie, à tel point que nous allons organiser une exposition à Philadelphie sur cette collection-là. Vous voyez, donc une collection qui est vraiment assez extraordinaire. Très bien. Alors, j'imagine que pour diriger ces 3 musées, vous avez toute une équipe. Combien de gens travaillent au musée de Rouen, Sylvain Amic ? Eh bien, 70 personnes titulaires et une quarantaine de vacataires, un peu plus pendant les périodes estivales ou les périodes de grandes expositions. Donc, on va dire qu'on culmine à 110 personnes à peu près dans un fonctionnement annuel. Ça représente 3,4 millions de salaires. Donc, c'est important. C'est très, très important. Oui. Lourde charge pour la collectivité. Et je dirais que la grande part de cet effectif, c'est d'ailleurs d'abord la surveillance, bien sûr. C'est aussi une équipe technique de sécurité. Mais c'est également une équipe scientifique avec des conservateurs, avec des assistants de conservation, avec également une équipe administrative, bien entendu. Il faut gérer toutes ces personnes et tous ces budgets. Et puis une équipe dédiée à la médiation, au service des publics, qui est assez étoffée, avec un staff à la fois d'encadrement de créateurs de projets, mais aussi de guides conférenciers. Oui, très bien. Donc c'est très important pour vous d'avoir aussi cette équipe de médiation qui permet de rentrer en lien avec les publics, j'imagine. Oui, absolument. J'ai oublié, mon Dieu, la communication et le mécénat, qui est en fait un service complètement essentiel. On oublie toujours le principal parce que c'est vraiment le nerf de la guerre en ce moment. Mais oui, la médiation est très importante. Alors, elle est déclinée par le service des publics, qui contient déjà en son sein ce qu'on appelle un service éducatif, c'est-à-dire des enseignants qui
qui travaille pour le musée quelques heures par semaine, et puis donc ces guides conférenciers. On est à la fois tenu, si vous voulez, de répondre déjà la demande de rendez-vous, etc., mais aussi de produire du sens autour des collections, donc de créer des nouvelles approches, et de traduire aussi le travail des conservateurs qui, eux, explorent des territoires un peu plus d'érudition, avec la recherche, la conception de projets, etc., et de savoir l'adapter, de savoir... c'est à la fois, dans le service de la médiation, on est à la fois force de proposition et à la fois on adapte ce qui est l'activité du musée, on la traduit pour le grand public, mais on est de plus en plus vers une inventivité propre à ce service-là, dans les techniques de médiation, avec des actions innovantes. Ça va être les nouvelles technologies par exemple, ou ça va être des choses hors les murs, des ateliers de pratique artistique ou autres, divers et variés. Alors, peut-être qu'on peut maintenant un petit peu, vous l'avez déjà un petit peu esquissé, mais on peut poursuivre ce que vous avez dit à l'instant. Si on ne connaît pas le musée des Beaux-Arts de Rouen, il faut s'attendre à quoi du point de vue des collections, Sylvain Amic? Alors, un peu de teasing, là. Oui, un peu de teasing. Un choc, d'abord esthétique. Bon, il ne faut pas avoir peur. Ça ressemble un peu à une préfecture, le musée des Beaux-Arts. Donc là, la préfecture, on y va en général pour faire son permis de conduire, sa carte de séjour. Donc ça peut faire peur. Bon, non, c'est un grand bâtiment très impressionnant. Que vous partagez avec la bibliothèque Qu'on partage avec la bibliothèque, absolument. Qui est un bâtiment imposant, mais à la fois un bâtiment conçu pour être un musée, donc extrêmement agréable à l'intérieur. Il a été rénové en plus par André Putman il y a 20 ans. Et donc, on a déjà une qualité d'architecture extraordinaire avec ce jardin intérieur, cette cour vitrée. Et même quand il pleut, on y est bien. On peut boire un petit café. Voilà. Tout ça est en libre accès. On n'a pas pris son billet encore. Là, on peut évoluer librement. Il y a une librairie qui est aussi en libre accès. Donc, on peut, si on s'intéresse à l'histoire de l'art, venir voir le rayon librairie de l'Armitière au musée, puisque c'est une librairie armitière. Et puis, après, c'est un parcours très complet. Il y a 60 salles. Je n'ai pas le compte en tête, mais c'est à peu près 900 œuvres exposées. Beaucoup de peintures exposées dans ce musée des Beaux-Arts. Des peintures qui vont tout de suite vous sauter à la figure, j'ai envie de dire, comme le Caravage, qui est vraiment... Voilà, je crois que n'importe qui passe devant le tableau s'arrête. C'est tout à fait singulier, une expression très forte. On fait des découvertes, des choses qu'on ne connaît pas du tout. C'est accroché avec beaucoup de goût, beaucoup de couleurs sur les murs. Donc je fais vraiment, vous voyez, une description très, très béotienne. Mon prédécesseur Laurent Salomé avait beaucoup travaillé l'accrochage avec ses collègues, Diederik Backhuis, qui est toujours en poste aujourd'hui. Donc on passe d'univers coloré en univers coloré, des couleurs qui vraiment portent les œuvres. Et puis, voilà, il faut accepter de ne pas tout voir, parce que sinon on est trop fatigué. Il faut accepter de butiner, de s'arrêter quand ça nous intéresse. Et moi, ce que j'essaie toujours de dire, c'est que ne vous sentez pas démunis. On a tous des clés pour regarder les œuvres. N'arrêtez pas de faire des photos avec votre téléphone portable. Donc, vous avez déjà plein de codes de l'image qui sont intégrés complètement. Et vous allez voir que les peintres ne sont pas si éloignés de ces codes que l'on partage, de la lecture de l'image d'aujourd'hui. Donc, on va découvrir la peinture de la Renaissance à nos jours, dans un parcours qui dure à peu près 1h30, 2 heures. Et puis, depuis mon arrivée, donc un programme un peu nouveau qui s'appelle le Temps des collections, qui va favoriser des découvertes dans des univers un peu décalés, avec, en ce moment par exemple, si vous allez voir le musée, sont restées en place 5 salles du Temps des collections, dont la scénographie a été réalisée par Olivia Putman, qui est un designer. Et c'est pas un musée habituel. Voilà, c'est tout à coup, il y a des moquettes, il y a des lignes sur les murs, il y a des taches au sol. Enfin, c'est tout à coup un peu déstabilisant. Et ça forme un ensemble qui passe pas inaperçu et qui permet de tout à coup d'attirer l'attention sur des collections. Là, ce sont en l'occurrence les salles du Champ. D'accord. Si vous aviez quelques coups de cœur en matière de peinture à faire partager, Sylvain Amic, ce serait quoi ?
J'ai déjà dit Caravage, donc c'est fait. Véronèse, on a 2 magnifiques Véronèses, superbes. Il y a un Latour, un Georges Latour, vous savez, la Saint-Sébastien soigné par Irène. C'est une des 11 versions connues du tableau, une des meilleures. Il y a, dans le 17e, j'ai déjà dit Poussin, je ne vais pas revenir dessus, il y avait Velasquez. Vous avez des peintres méconnus. Il y a un très beau Bassano, dont l'attribution est parfois discutée, mais qui est vraiment magnifique. Un très beau Castiglione, là, toujours pour l'école anglaise. Vous avez bien sûr un grand Guerchin, un grand Rubens. Enfin, ça, c'est vraiment pour la peinture classique. Je pense que, bon, dans le fond 18e, il y a vraiment des richesses extraordinaires. Il y a un Boucher sublime, il y a un Fragonard qui est peint avec une dextérité incroyable. Mais il y a aussi, alors peut-être vous ne le savez pas, mais il y a une salle au Palais épiscopal, qui est la salle des États de Normandie, où il y a 4 grands Hubert Robert, qui sont des grandes vues, des grands ports de la Seine. Et le 5e, si je puis dire, est au musée de Rouen, et c'est une vue de la Roche-Guyon, qui est vraiment un tableau tout à fait extraordinaire, plein d'anecdotes. Juste à côté, il y a une petite chose qui est extraordinaire, on a une crèche napolitaine du XVIIIe siècle, avec toutes les figurines, qui est un très très bel objet. Et puis ensuite, on arrive au 19e, alors là, c'est un vrai festival. Vous avez un portrait d'Ingres qui s'appelle La Belle Zélie. Bon, c'est la star de son époque, elle a du gloss sur les lèvres, un petit accroche-cœur sur le front, elle est absolument magnifique, un soutien-gorge absolument pigeonnant. Donc, je pense que beaucoup de jeunes filles pourraient s'habiller comme elle aujourd'hui. Et puis, il y a cette salle Géricault qui a tombé par terre. C'est un fond énorme, il y a plus d'une dizaine de tableaux de Géricault, dont une sculpture. Personne ne sait que Géricault a sculpté. On a une sculpture qui est une scène de viol d'une nymphe par un satyre, qui est tout à fait... voilà, c'est un choc vraiment, c'est d'une force incroyable. Il y a des tableaux un peu dispersés mais magnifiques. On a un autoportrait de Delacroix qui sort de l'obscurité, qui est sublime, et puis la collection impressionniste. Bon, c'est un peu ici en Normandie, bateau de le dire, mais bon, c'est quand même extrêmement rare d'avoir en dehors d'Orsay des collections de cette ampleur-là. Entre Le Havre et nous, il n'y a pas de lieu en France où on peut avoir un tel parcours. Et puis quand même Duchamp, dont je parlais, faut pas oublier que tous les Duchamp sont nés en Normandie et qu'ils étaient très liés à Rouen, et que bien des œuvres qu'ils ont produites sont chez nous ou sont liées à notre histoire. Donc c'est ça Duchamp avec le Cheval Majeur qui clôt le parcours, par exemple, de Raymond Duchamp-Villon. C'est vraiment on entre de plein pied dans la modernité. Alors je dois dire que bon, là c'est une réflexion personnelle, mais une des premières fois que je suis venu dans ce musée, c'est les tableaux de Blanche, de Jacques-Émile Blanche, qui m'ont saisi. J'ai hésité à en parler parce que je me suis dit, bon, je vais être trop long. Mais c'est vrai qu'ils sont extraordinaires. Et vous avez une belle collection de Blanche. On a une collection extraordinaire. Alors là, je vous donne un scoop. On va faire une exposition hors les murs Jacques-Émile Blanche l'année prochaine. Un scoop sur RDR. Donc, ce sera dans la ville d'Évian. Inauguration le 7 mai 2015. On a plus de 130 tableaux de Jacques-Émile Blanche, parce il était normand, comme vous le savez. Il y a un petit musée au Franville qui rappelle cette histoire-là, et il a donné je crois 5 donations successives des œuvres au musée de Rouen. Ses œuvres et les œuvres de ses amis. Donc on a par exemple les peintres anglais, Sickert par exemple, on a aussi Forain, aussi un de ses amis du groupe impressionniste. Et c'est un artiste très singulier, il est assez proche des impressionnistes, on dit qu'il a commencé avec Renoir par exemple, et alors, il y a plusieurs aspects dans son œuvre. Il est connu surtout par le côté peintre mondain, car il a fait le portrait de toute l'intelligentsia parisienne du début du siècle, de Proust à Bergson, en passant par Cocteau et Radiguet, le groupe des Six, enfin, tout ce qui était germano-pratin est passé sous ses pinceaux. Mais à côté de ça, il y a une œuvre qui n'est pas connue du tout, qu'on a complètement restaurée, un grand décor très coloré d'ailleurs, qui n'est pas du tout Jacques-Émile Blanche dans l'esprit, c'est plutôt Vuillard, c'est assez étonnant, fait pour la Biennale de Venise en 1912. Il y a un côté aussi normand avec ses portraits de paysans, de familles, qui est très intéressant. Il y a tout un côté anglais car il a beaucoup séjourné là-bas, et là c'est un auteur, il a beaucoup écrit des romans, une correspondance abondante, des écrits sur l'art également, parfois publiés directement en anglais, parce qu'il était il possédait parfaitement la langue anglaise. Bon, c'est un peintre qui
Alors, il est connu par le portrait de Proust. C'est le seul qu'on n'a pas. Il est au musée d'Orsay. Mais vous voyez tous ce portrait de Proust avec son Cattleya à la boutonnière. Voilà, c'est exactement ça. C'est Jacques-Émile Blanche. C'est un peintre qui a un talent fou et dont nous avons le plus grand ensemble, évidemment, conservé en collection publique. Bon, très bien. Alors, avant de rentrer dans le détail de l'exposition que vous présentez actuellement, l'exposition intitulée Cathédrale, on va marquer une deuxième pause musicale. Et cette fois, nous allons le faire en compagnie d'un Normand qui a passé un moment à Rouen. Il s'agit de Vincent Delerme, Tes parents sur R2R. Tes parents, ce sera peut-être des professeurs de lettres branchés sur France Inter et qui votent pour les Verts chez tes parents. Dans ce cas-là, y aura Télérama, un album sur Colette et le chauffage à 17. Mais tes parents, si ça tombe, aiment bien faire le tour du monde, aller dans les pays chauds et ramener des diapos. Pour Noël, si ça se trouve, j'aurai un bouquin sur le Louvre. Si ça se trouve, tes parents sont un tout petit peu chiants. Je suis prêt à tout t'accepter, Figaro, Madame ou Libé. Je suis prêt à faire des concessions, manger de la cervelle de mouton. Je suis prêt à tout pour que ça passe, caresser leur chien dégueulasse, supporter toute la Traviata et même regarder Thalassa. Mais tes parents, pourquoi pas, font du ski dans le Jura. Cinquantaine, ils s'éclatent à l'avant du 4x4. Si tes parents nous traînaient faire du golf au Touquet, peut-être que tes parents, on les verrait pas souvent. C'était Vincent Delerme, Tes parents sur R2R. Vous écoutez Au miroir de Clio, l'émission d'histoire de la station, et nous sommes toujours en compagnie de Sylvain Amic, le directeur des musées de Rouen. Alors nous avons parlé en votre compagnie, Sylvain Amic, à la fois de votre carrière et puis du musée de Rouen. Et c'est peut-être maintenant qu'on peut parler un petit peu de toute votre action depuis votre arrivée. Alors vous avez eu à mener, c'était l'année dernière, en 2013, le festival Normandie impressionniste, la deuxième édition, celle donc de 2013, après celle de 2010 qui était menée par Laurent Salomé. Sylvain Amic. Oui, alors c'est un défi d'arriver en 2011, à octobre 2011, et de produire une grande exposition impressionniste en avril 2012. Un défi, une lutte contre le temps. Je dois dire que sans le succès de la première édition, ça aurait été encore plus compliqué, mais la première édition a vraiment eu beaucoup de retentissement, beaucoup de visiteurs bien sûr, mais aussi a remis sur la carte un petit peu la Normandie, la carte des grandes expositions et le musée de Rouen. Même s'il y avait eu d'autres belles opérations auparavant, comme la très belle exposition sur la Renaissance italienne en 2006. Là, tout à coup, on est passé dans une autre dimension. Et 3 ans plus tard, il fallait convaincre qu'il était possible de reproduire un tel succès, en maîtrisant aussi les enjeux, que ce soit les coûts, la logistique et tout ce qui s'ensuit. Et surtout, de creuser ce sujet de l'impressionnisme. Alors, nous avons, ce que nous avons voulu, c'est la première édition était finalement normande, avec cette idée de Rouen, une ville pour l'impressionnisme. Avec la deuxième, qui était sur un thème générique de l'eau, le thème a été très élargi, puisque nous avons étudié la question des reflets, avec cette intuition que le reflet est un peu le lieu où le peintre pouvait inventer, improviser, mettre au point les techniques qui pouvaient réinvestir plus tard, puisque c'est un espace de liberté. Donc ça a été un peu un défi de réaliser cela. Ça s'est très bien passé, puisque on a réuni 180 œuvres, qu'il y avait 40 monnaies, il y avait des œuvres absolument majeures qui ont été prêtées. On a eu l'impression qu'on avait réussi non seulement pas à battre le record de fréquentation de la première édition, mais à progresser en termes d'organisation, en termes de qualité des œuvres réunies,
de qualité d'accueil également. Pour le musée, ça a été évidemment aussi une très lourde charge. Et puis, voilà, aussi montrer que sur un sujet qu'on croit connaître très bien, qui est l'impressionnisme, il reste énormément de choses à creuser. Et je dois dire que là, avec l'université, nous avons très bien travaillé, puisque 2 chercheurs américains sont venus en Normandie avec une bourse de l'université, et leurs études ont été publiées dans le catalogue Éblouissant Reflet. D'accord, très bien. Et il va y avoir d'autres éditions de Normandie impressionniste. Voilà, ça a été décidé 2016, 3e édition, avec un mot générique, un mot d'ordre générique qui est portrait au pluriel. L'eau, portrait, voilà, on change un peu d'orientation. Et nous, au Musée des Beaux-Arts, nous allons à Rouen, puisqu'il n'y a quand même pas que nous dans cette aventure, mais à Rouen, nous allons explorer un thème qui est a priori pas connoté impressionnisme, c'est les intérieurs, l'intimité, l'entourage du peintre, en voulant essayer de passer de l'autre côté du miroir, de voir ce que ces œuvres éblouissantes finalement nous cachent, c'est-à-dire l'histoire personnelle de ces individus, et de faire réémerger des figures dont on ne connaît rien. Par exemple, Camille Monet. Qui connaît la vie de Camille Monet, cette liseuse qui traverse les tableaux de Monet et qui meurt à Véteuil, où elle est enterrée en 78, pardon. Donc une époque, on va traduire cette même ambition d'un grand festival avec des collections, des tableaux qui viennent de l'étranger, des plus grands musées, mais avec cette idée d'approfondir la recherche et de faire émerger des choses inconnues, des artistes méconnus, un rapport à l'autre, et de l'asseoir aussi sur une réflexion, disons sur ce que l'on sait de l'évolution de la société au XIXe siècle, quelle était la place de la femme, quelle était la place de l'artiste, quelle était la place de l'enfant, et comment tout ça se traduit dans la peinture impressionniste et dans la vie des impressionnistes. Donc cette idée de mettre en tension la peinture avec une autre discipline. Éblouissant reflet, c'est la photo. Là, ça sera plutôt les sciences sociales, si je peux dire, pour enrichir notre regard sur ce mouvement. Très bien. Alors, j'imagine que là, ça vous donne toujours l'occasion de travailler en synergie avec d'autres musées, le musée Malraux du Havre, le musée de Caen et d'autres aussi, plus petits peut-être, de la région ou des 2 régions normandes. Absolument, je crois que c'est la grande qualité du festival, c'est de fédérer tout le territoire sur un objectif commun. Alors on avait déjà travaillé en dehors du festival avec Caen et Le Havre sur une exposition qui s'appelait Voyages pittoresques, mais le festival a donné une autre ampleur. Il faudrait parler de Giverny également, il faudrait parler de Fécamp, Dieppe, etc. Donc du coup, ce cadre de coopération, il est reconduit, et nous l'avons repris à notre compte pour nos opérations d'automne. Nous avons le temps des collections à l'automne, ce dont je parlais tout à l'heure, et pour la première fois cette année, nous l'avons élargi aux musées de la région qui le souhaitent et qui reçoivent des dépôts significatifs du musée de Rouen, aux Andelys. Là, il y a un poussin aux Andelys, ça en fait 2. Et il y a à Giverny, il y a des choses, il y a à Vernon, au musée de Martinville, au musée Flaubert. Maintenant, c'est fini, le musée Flaubert a fini son expo. On reconduira ça chaque année. C'est vraiment l'idée que d'une collection qui est un bien public et qui se partage et qui va au-devant du public, qui ne vient pas forcément jusqu'à Rouen, qui parfois s'arrête aux Andelys et qui ne va pas plus loin. Bon, alors parlons maintenant de votre exposition en cours jusqu'à la fin du mois d'août, je crois. 31 août. L'exposition Cathédrale, alors c'est un projet que vous avez mené en partenariat avec le musée de Cologne, Wallraf-Richartz, c'est ça? C'est cela, oui, et une idée qui a émergé en 2011 avec l'ancien directeur Andreas Blum, qui maintenant est à Groningen aux Pays-Bas, avec le constat que Rouen et Cologne étaient tous les étaient 2 villes dans lesquelles la cathédrale avait une place énorme, une place symbolique, une place physique, mais aussi une place symbolique. Et cette place symbolique, elle était liée à des enjeux du 19e siècle, de l'époque moderne, et du 20e également. Et donc, il y avait là un sujet qui avait déjà un peu été exploré par des chercheurs dans des livres, ou qui n'avait pas vraiment fait l'objet d'exposition. C'est que les cathédrales gothiques, elles connaissent au 19e siècle une vraie résurrection, et que finalement, elles deviennent en un siècle et demi, elles passent du statut d'édifice du passé, d'un
héritage un peu encombrant à un idéal de futur, ce qui est quand même assez remarquable comme trajectoire. D'où ces deux dates, 1789-1914, pour borner un peu chronologiquement l'exposition. On n'est pas du tout sur l'histoire des cathédrales depuis leur fondation, on est sur leur histoire moderne. Et c'est une histoire qui en fait est passionnante parce qu'elle irrigue vraiment tous les secteurs de la création au 19e et à l'époque moderne. Et on la retrouve dans les avant-gardes d'une façon inattendue. Voilà. Pour Apollinaire, les cubistes étaient les vrais héritiers du gothique, par exemple. Vous voyez, donc, c'est des choses, alors toutes ces petites notions-là, quand on les met bout à bout, ça fait un parcours assez surprenant parce que on connaît tous Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, on connaît tous Monet, on connaît tous Rodin, on a tous reçu dans les enseignements d'histoire, que ce soit la Révolution ou la Première Guerre mondiale, on a des bons repères, mais que la cathédrale fasse le lien entre tous ces artistes, toutes ces époques et ressurgisse sans cesse comme un motif obsédant, ça c'est quand même assez surprenant, y compris dans les arts décoratifs, ce qui est une des découvertes de l'exposition. Et vous êtes inscrit aussi dans la mission du centenaire, 1914-2014. Oui, d'ailleurs, quand on a commencé à travailler sur ce projet, je souhaitais que ce soit en 1914. Je me dis, voilà, si on doit le faire en 2014, il faut vraiment qu'on fasse cette exposition au moment du centenaire, parce que, comme vous le savez, le 19 septembre 1914, la cathédrale de Reims est bombardée, et c'est un choc immense pour les Français, mais bien au-delà, et un grand débat, une grande polémique artistique sur le sort des monuments historiques pendant la guerre, qui fait l'objet d'une propagande incroyable. Donc la cathédrale de Reims et les cathédrales en général ont une place que l'on ne mesure pas aujourd'hui dans l'histoire de la Première Guerre mondiale. Donc il était normal je pense surtout dans un projet franco-allemand en plus, de 100 ans plus tard revenir sur ce sujet de façon un peu plus dépassionnée et de reprendre l'objectivité de l'historien pour étudier ce phénomène. Alors comment se présente un peu cette exposition ? Quel est le déroulement ? C'est pas forcément chronologique ou vous suivez la chronologie tout de même ? Alors il y a un grand axe chronologique parce qu'on démarre avec un tout petit rappel sur l'époque médiévale, il y a 2 objets médiévaux, et puis on va finir avec de l'art contemporain. Vous voyez, donc c'est vraiment chronologique, mais il y a parfois des petits allers-retours chronologiques au sein de chaque ou d'une salle ou l'autre. C'est une exposition thématique qui est déclinée en une quinzaine de salles. Chaque salle a une orientation particulière. On va traverser donc 150 ans, on va traverser divers pays, par exemple l'Allemagne, l'Angleterre, évidemment la France. On va traverser des phénomènes historiques, je l'ai dit, la Révolution, la guerre. On va rencontrer des grandes figures littéraires, Hugo, Zola, et surtout on va traverser toutes les techniques créatrices, et bien sûr de la peinture. Il y a les plus grands peintres, on va voir Friedrich, le grand romantique allemand, on va trouver Turner, Constable, on va trouver Corot, tous les impressionnistes, et puis après les impressionnistes on trouvera Redon, on trouvera les cubistes, Delaunay, et puis le grand peintre allemand Feininger, etc. Mais on va trouver également de la sculpture. Il y a Rodin qui est là en majesté, et personne ne sait, mais Rodin a écrit un livre, enfin personne ne sait, plein de gens le savent, mais dans le grand public c'est pas très connu. Rodin est passionné par les cathédrales, et il est publié justement en 1914, ça s'appelle Les cathédrales de France. Il a cette phrase superbe, il dit toutes les cathédrales toute la France est dans les cathédrales, comme toute la Grèce est dans le Parthénon. Donc ça vous donne un peu l'idée du symbole que la cathédrale incarne pour la nation française à ce moment-là. Et puis on trouve aussi des maquettes, des photos, des objets. On a toute une salle d'art décoratif où vous allez trouver des chaises, des bougeoirs, des harpes, des lanternes, enfin des verres de baccarat, des porcelaines de Limoges, des bijoux, etc. Donc on se rend compte qu'en fait, c'est ça qui est le plus intriguant, c'est que la redécouverte du gothique que l'on fait en France et en Allemagne se traduit par une libération de la créativité, une créativité qui était jusque-là quand même très très bridée, surtout au 19e, par l'Académie qui n'avait comme horizon que l'Italie antique. Et là, tout à coup, avec le gothique, on a une fantaisie incroyable qui se libère et qui va permettre de renouveler les formes. Et ça, c'est assez fascinant de suivre ce cheminement dans l'exposition.
Combien d'œuvres sont présentées dans cette exposition ? 300. 300, c'est quand même C'est beaucoup, considérable. oui. Et j'imagine des emprunts tous azimuts, en Europe essentiellement Oui, Europe, États-Unis, beaucoup. Donc Metropolitan Museum, MoMA, New York. Mais ça va être aussi Stockholm, beaucoup en Allemagne, puisque c'est une exposition franco-allemande où la place de l'art allemand, il y a vraiment 2 salles d'art allemand très importants, d'artistes allemands très importants. En Angleterre, évidemment, beaucoup avec Turner et Constable et d'autres. Beaucoup en France, avec un soutien massif du musée d'Orsay et un soutien non moins massif du musée des arts décoratifs. Donc oui, une collecte d'œuvres et même en Suisse, de collections particulières pour des monnaies qui n'ont pas été vues depuis très longtemps, un Monet qui n'a pas été vu depuis très longtemps ici, où Sisley on confronte pour la première fois la série de Monet à une série très méconnue de Sisley sur le monument gothique, sur l'église de Moret-sur-Loing, qui est peinte en même temps que celle de Rouen, que Monet fait à Rouen 92-93. Bon, très bien, écoutez, c'est sur ces mots que se termine le 11e numéro d'Au Miroir de Clio. Merci beaucoup Sylvain Amick d'avoir accepté notre invitation. Alors Sylvain Amick, vous êtes directeur des musées de Rouen et notamment du musée des Beaux-Arts de Rouen qui présente cette exposition que je vous recommande sur les cathédrales. C'est jusqu'à la fin du mois d'août 2014. Au Miroir de Clio, je vous le rappelle, c'est le 2e et le 4e dimanche de chaque mois entre 10h et 11h. On se retrouve donc dans 2 semaines. En attendant, restez à l'écoute de nos programmes. À très bientôt sur R2R.